Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de musique underground, de musique indépendante, de musique en général et comme la plupart du temps de punk rock. Et c'est évidemment le cas encore aujourd'hui. Je reçois Marco Labelle et Frédéric Jérôme, deux personnes qui ont eu des groupes que vous devez vous souvenir au moins de la Rive-Nord du passé. Ils sont impliqués dans la scène d'une manière ou d'une autre depuis au moins 25 ans. Même avec Marco, on va le voir avec The Help Records à Dusty Wax. On va parler aussi avec Fred de son côté, graphisme et aussi de, évidemment, My Big Wheel pour ceux qui se souviennent de cet excellent band qui d'ailleurs j'ai écouté avant de m'en venir et ça n'a pas pris une ride, c'est super bon. Sinon, il ne faut pas oublier, si vous voulez encourager toutes les bands qu'on va nommer ou les projets, ça va être d'aller suivre les réseaux sociaux, les pages, acheter la musique sur Bandcamp, tout le tralala que je répète à chaque épisode. Et sinon, si vous voulez encourager le podcast, faites juste le partager, parlez-en à vos amis, puis ça va faire assez la job là, pour me donner un petit coup de pouce. Puis si vous êtes next level puis vous voulez m'encourager d'une manière financière, Patreon, 3$ par mois pour l'audio d'avance, 6$ par mois pour la vidéo d'avance, pardon. Et dans tous les cas, quand j'ai des trucs à faire tirer, restez à l'écoute. C'est peut-être le cas aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. C'est ça. C'est les membres Patreon qui sont automatiquement inscrits, puis je fais un tirage parmi les membres pour savoir qui va gagner. Sinon, il ne faut pas oublier... Patreon. On va remercier M. Dan Gilbert, qui est un membre Patreon depuis quand même plusieurs mois. Et là, il vient de sortir un album avec son band que ça fait à peu près 10 ans qu'il me disait qu'il pratiquait, qu'il peaufinait. Et là, maintenant, ils ont abouti à un EP. C'est La Dégaine avec l'album Ravageur, un band de Alma, d'ailleurs, qui ont enregistré au studio Zoo de Alma et par le guitariste François Bouchard, qu'on connaît peut-être de Mardi Noir et les Psycho Riders. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce groupe? Je veux rien oublier. Oui, c'est ça. Il y a un des membres, Pierre-Yves, qui est le proprio du Vieux Clocher aussi de Alma, qui d'ailleurs, c'est avec Dan Gilbert quand il s'est inscrit qu'on avait fait la plug pour le Vieux Clocher. Fait évidemment, tu vois, un autre petit avantage quand vous êtes membre Patreon, je fais des super belles plugs comme ça. Donc, allez écouter La Dégaine. Puis sinon, merci encore une fois à Simon Pelletier au montage audio. Puis on va commencer ça avec une chanson de My Big Wheel qu'on va pouvoir mettre en contexte par après sur l'album Pick Up Lines. On va écouter la chanson Sarah, puis on se retrouve avec Marco puis Fred tout de suite après à la vidéo, petite pub, à l'audio. On va entendre la musique parce que je ne vais pas me faire démonétiser puis me faire enlever mes millions de dollars sur YouTube. Fait qu'on va aller à une pub pour la vidéo puis à Sarah pour l'audio. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Ben Promo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables, mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. Ben Promo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre, mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, Ben Promo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé deux pépites, dont le band metalcore This Town Going Under, pour ceux qui connaissent Ben du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de This Town Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des patchs, des macarons. Il distribue même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces deux livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. J'avais fait un podcast à un moment donné avec Jay Pina puis pour Avant Music for Cancer, puis c'est la paire d'écouteurs, dans le fond. Oui. Puis il faisait jouer les tunes live là, comme ça. Oui, mais c'est ça, mais la paire d'écouteurs, parlait, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'eux autres,
Ils ont un format fixe. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas vraiment que ça dépasse 2 heures, grosso modo. Puis ils font jouer tellement de tunes, ils les présentent. Fait que c'est vraiment plus encadré. D'ailleurs, premier podcast que j'enregistre depuis qu'ils ont gagné le GAMIC pour podcast de l'année. Fait que félicitations. 2e année de suite, ça fait 10 ans qu'ils roulent ça. Fait que bien mérité. Bravo à la paire d'écouteurs. Puis si vous ne suivez pas la paire d'écouteurs puis que vous êtes fan de musique comme au Clash Podcast, allez checker ça. Mais eux autres, c'est ça, sont rodés. Là. Ils ont une régie. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça live pendant que les autres parlent. Le gars qui fait la régie parle aussi. Fait que... on est allé à l'école avec. Là. Ah, OK, c'est ça. Ouais, j'y connais. Là. Ben, parfait. La Rive-Nord Connection. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est déjà commencé, on va dire ça. Merci beaucoup, Marco. De rien. Et Fred, d'avoir accepté l'invitation au podcast. Premièrement, je regardais un petit peu votre parcours artistique, musical en tant que tel. Puis, vos origin stories ont l'air vraiment à partir presque de la même année. Fait que vous connaissez de où? Puis est-ce que c'est la musique qui vous a fait vous rencontrer ou vous vous connaissiez déjà avant ça? Bon, laissez Marco parler. c'est drôle parce que hier, ce matin ou hier, vous avez fait un briefing. Je me posais la question. Fred, je connais depuis combien de temps? C'est secondaire, c'est sûr. On est allé à l'école, pas à la PSA, toi? Non, c'est après. Donc, c'est Polyvalente Sainte-Thérèse, sûrement en 93. À peu près avant ça, peut-être. Quelque chose de même. Ouais. On s'était tous ensemble, skateboard, musique. OK. On avait beaucoup d'amis en commun. On était comme la gang de grunge, mais punk rock de la Rive-Nord. Tu sais, ça a souvent été dit que la Rive-Nord était comme le grunge de Seattle, mais nous, on était, on était les punk rockers, là, genre. Un peu. Il y a toujours eu le Seattle de quelque chose pour quelqu'un en quelque part. Fait que moi, j'étais peut-être plus vieux que Marco d'1 an, puis on se croisait un peu à l'école. Skateboard, snowboard a été pas mal skateboard, snowboard et la musique. c'est ça. OK. Fait que quand vous connaissiez, par exemple, vous n'aviez pas encore de band ou de label ou de booking. Là, vous avez commencé ça ensemble puis vous avez monté à partir de là. Exactement. Là, c'est une amitié. Puis après, la plupart des gens qui ont un intérêt pour la musique, ils montent ensemble. Okay. Et lui, il a commencé à jouer de la bass. Moi, j'ai essayé de commencer à crier dans un micro. C'est ça, exactement. Tout le monde avait un garage un peu, j'imagine. En banlieue. Puis là, à un moment donné, une couple de chums, on se part un band. Fait que là, on part quelque chose dans le garage, on pratique. Puis on fait un show de skate. Il y a une compétition de skate, on est venu faire un show, voulez-vous ouvrir? Puis nous, c'était ça avec My Big Wheel. Puis Marco avec son bar, c'était pas mal le même principe. Après ça, boule de neige, on se ramasse un peu à Montréal, dans des shows à Montréal, ouvrir pour des bands, puis... Ouais, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a comme eu une espèce de, tu sais, le classique, là, bonne place au bon moment aussi et tout. Exact. Parce que quand on regarde là, les bands avec qui, là, NF puis My Big Wheel, là, vous avez joué, c'est comme, même aujourd'hui, quelqu'un qui a des contacts, qui se partirait un band, pourrait probablement jamais jouer avec toutes ces bands-là, de la durée de vie de... C'est ça, mais l'époque était parfaite aussi, tu sais. On était dans les débuts de tout aussi, tu sais. On a vécu l'époque, on a vu Green Day ouvrir pour Bad Religion, on les a vus au Faux Foot électrique. Puis là, ils commençaient, puis là, nous, en même temps, on a comme commencé une couple d'années après, tu sais, même en même temps ou presque. Fait que c'était vraiment les débuts de tout, puis c'est le même que c'est parti. Puis c'était comme... Maintenant, je me transfère un peu à l'époque maintenant, là, comme tellement travailler fort. Je veux pas dire qu'on n'a pas travaillé fort, mais on n'avait rien à faire. Presque. On fait un show, on fait un show. Il y a un booker, on voulait ouvrir pour eux autres. C'était juste ça dans ce temps-là. Puis tu sais, sans... d'ailleurs, on va pouvoir en parler, là, mais moi, je suis comme un born and raised Sainte-Dorothée. Fait qu'on va pouvoir y revenir. Fait que, tu sais, moi, je viens de la Rive-Nord. Puis, tu sais, des bands de la Rive-Nord, mi-90, il n'y en avait pas tant que ça. Puis vous autres, je pense que c'était même, tu sais, Sainte-Thérèse, justement. Il y avait quand même une distance de plus pour des jeunes à Montréal, genre y aller en autobus ou avoir de permis de conduire, qui était un gros limitant. Vous autres, dans votre coin, je voyais beaucoup Foreground qui revenait comme étant un des bands forts de ce coin-là, mais c'était-tu le seul ou il y en avait d'autres, peut-être que le monde ne se souvienne pas nécessairement, qui ont semé la graine là, parmi là, les jeunes bands de votre époque? Foreground, à part Foreground, de la région, je sais pas. J'ai un nom qui vient dans la tête, les Flocons givrés. OK, quand même, oui. Je sais pas si c'était en même temps. Je sais pas qui venait de la Rive-Nord. Il y avait les Crostons, je pense. Crostons, je sais pas si c'était Montréal aussi. Je sais pas, c'est tellement loin. Foreground était comme un peu dans une classe à part. On dirait qu'ils ont parti, eux autres, un peu avant nous, avant toutes les bands de la Rive-Nord.
Puis je me rappelle, moi, wow, ils font des shows aux States, ils ont des 7 pouces. Crime, c'est nous, là, on fait du snow, on fait du skate, puis on joue la musique, puis on va se louer un 4 tracks pour enregistrer quelque chose, mais c'est juste pour le fun. Mais eux autres, c'était comme... Nous, je me rappelle quand on a joué au début avec Foreground, on avait ouvert un peu, un moment donné, pour eux autres, ou un jour... Ou le band après Foreground, c'était quoi le band qu'ils ont fait après Enslave? Ouais, Enslave. On va pouvoir en parler. Higher aussi. Higher, puis on jouait, puis c'était tout. C'était zéro punk rock, mais c'était comme. Mais je commence à comprendre le lien. Tu sais, on peut y aller avec ça parce que. Regarde, 2 secondes. Ouais. Foreground, là, on était à l'école, puis là, à un moment donné, je me rappelle plus c'est qui, je pense que c'est Sam Gilina, là, tu connais. Il arrive avec une affiche. Hey man, il y a un band qui s'appelle Foreground, ils font des covers de 7 Seconds, de Girl Love Biscuits, de Bad Religions, puis tout ça. Puis c'est comme, OK, on y va. Mais moi, je n'étais pas allé. C'était un show en arrière du poste de police à Sainte-Thérèse. Okay. Le riot a pogné, là, les jeunes se battaient avec les policiers. Ouais, pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? C'était intense. Puis moi, je m'en voulais d'avoir manqué ce show-là. Puis après, là, on est venu amis avec Foreground. Puis là, Sam, il a joint le band parce que le bassiste Hugo, lui, est allé à l'école. Puis Sam, d'ailleurs, que je vais sûrement éventuellement recevoir, là, il a parti même un groupe là, avec Jeff Kennel de Sub et d'autres membres. Fait qu'on va sûrement en entendre parler. Mais ça a parti de là, dans le fond. On s'est lié d'amitié avec Foreground. Et puis là, ben, ça a donné le goût à tout le monde de partir un band, dans le fond. Okay. C'est ça. Tu sais, le Foreground, mais là, je savais pas qu'il y avait le lien entre Higher et Enslave, que je pense que Marco, t'as eu un bout avec Enslave, parce qu'il y a le côté que c'est un des premiers bands au Québec qui ont fondé le côté straight edge, je pense aussi des trucs. Puis, tu sais, Chris Nelgrove de Asthma et tout ça était dans Higher lui aussi. Fait que, tu sais, je viens peut-être de comprendre qu'il y avait ce lien-là entre ces musiciens-là qui œuvrent, là, mais... Oh, ouais, Chris, je le connais. Lui, dans le temps, il y avait un band qui s'appelait Flaccid. Ouais. Puis, on avait fait des shows, My Big One Enough, je me rappelle plus. Nous, My Big One, on avait joué à... Oui. On avait déjà dans un seul maison pour les jeunes. L'autre bord du Pont-Mercier. Où est-ce que Chris vient, là, j'oublie sa ville. Mercier. OK. Dans le bout de Mercier, dans ce coin-là. Mais c'était avec un autre band. C'était pas avec... All the Answers. All the Answers. OK, ouais. All the Answers. Je me rappelle, c'était une maison des jeunes, puis beaucoup de... Non, Châteauguay. OK. Beaucoup d'amis de ce coin-là qui me rappellent encore, qui étaient déjà vus, que je connaissais pas à l'époque. Là, ouais. Qui hey, on était à ce show-là, non, puis j'ai encore des photos, puis je me rappelle très bien du show. Ouais. Parce que, tu sais, l'affaire que je vois, c'est que My Big Wheel, j'ai trouvé comme 93, peut-être, ça a commencé à peu près. Puis là, tu sais, Enslave, je sais pas si ça l'a précédé Switch Stance pour toi, Marco? Non. Ou Switch Stance, c'est vraiment le premier? Le premier band. C'est le premier band. OK. Puis de là, comment ça s'est passé, l'espèce de transfert à vous êtes des jeunes qui écoutent des films de skate, de snow, vous tripez sa musique, puis de commencer à en jouer directement, tu sais, de faire la transition, puis de partir le band. Parce que Switch Stance, j'imagine, de commencer avant Mac Big Wheel. Oui, ça c'est drôle. Sam puis d'autres amis ont commencé à tapocher sur des drums puis des guitares, des basses. Puis ils sont arrivés à la Maison des Jeunes à Boisbriand. Puis le gars, il a dit, bon, ben pratiquez-vous. Mais vous avez du fun, c'est ça l'important. Puis à un moment donné, il a besoin de quelqu'un pour crier dans un micro. Fait que c'est moi qui est allé. OK, ouais. Puis là, après, on a commencé à faire des shows. Puis, OK, c'est ça, je me demandais s'il y en avait. Ouais. Pas longtemps après, My Big Wheel s'est formé. Puis, c'est pas mal ça. Mais là, le Switch Dance a terminé parce que là, Sam, lui, a joint Foreground. OK. C'était qui les autres de Switch Dance? C'était quoi? C'était Christian Bourassa, Jean-Louis, Éric Lachance, puis moi, puis Sam. OK. C'est du monde qui ont eu d'autres bands après, ce monde-là? Tous des skaters, dans le fond. Non, il y a juste Christian Bourassa, lui, qui est devenu comme un maître du drum, les talents en musique à l'école. Ah ouais, OK. Il joue du jazz. C'est un virtuose, là. Oh, ouais. Okay. Juste, il est sur une autre planète comparativement à nous deux. mais c'est comme une affaire, parce que j'ai écouté tantôt Pick-Up Lines en m'en venant, puis j'étais comme, à quel point ce monde-là, c'était leur premier band, parce que c'est vraiment drette, puis juste sachant que vous avez enregistré analogue en studio, pour moi, j'écoute ça, puis ça fait aucun Christi de sens que du monde que c'est leur premier band soit drette de même, tu sais. Ouais, c'était quoi votre background? Pick-Up Lines, pareil, on avait quand même un... quatrième sortie. Là, mais non, on avait un démo un peu avant To Scoop of Lovin',
qu'on s'était pratiqué là-dessus, que là, c'était pas parfait. Puis avant, il y avait une shot de 4 tracks, tu sais, là, comme Use the Force, même. Puis, mais sérieusement, c'était du studio, puis je pense que c'est parce que c'est simple. Je sais pas comment dire, là, pourquoi que ça. Vous ça connaissiez peut bien la sonner. recette? Puis j'ai tellement le studio, moi, ça n'a aucun sens. Tu sais, j'aimais pas ça, aller faire du studio, moi, c'est vraiment les shows. Mais comme bien du monde peut-être, je sais pas, là, mais pourquoi ça je pense que c'est la première fois que j'entends que ça sonne. Non, mais j'étais tantôt, j'étais comme, mais Chris, c'est bon. Sauf dans ce temps-là, tu sais, dans ce temps-là, c'est ça. C'est la simplicité, je pense. Puis, tu sais, là, il n'y a pas plein d'effets, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être 2 tracks de guide de temps en temps, une coupe de petits samplers de même, mais tu sais, c'était pas... tu sais, maintenant, les productions, c'est juste fou, puis la barre est tellement haute. Ouais, c'est ça. Mais on pourra reparler du remixage qu'on a fait, tout ça. Puis là, je trouve que le remixage qu'on a fait, qui risque d'être sur vinyle un jour, dans un jour rapproché, là t'écoutes ça, puis assez que je me demandais si c'était encore trop parfait, tu sais. Ah, OK, ouais. Mais je veux dire, trop bon pour l'époque, tu sais. Ben, je veux dire, pour un 90 dans les années 2000, 2020, 2025, c'est trop clean, trop parfait, mais quand tu l'écoutes, ça marche, c'est correct, puis on se paye la traite un peu, là, tu sais, là, gars, on a du fun, puis tant qu'à avoir l'objet en vinyle, mais on va s'arranger pour qu'il y ait une différence avec la cassette puis le CD. Non, ouais, pour comme ça, ceux qui ont la cassette vont avoir le désir de racheter le nouveau produit. Peut-être sortir un 8 track, je sais pas. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais. Ah, OK. Là, c'est ça. Fait que là, Switch Stance est devenu Enough. Puis de ce que j'ai compris, Enough, c'était justement la fusion de deux bands. Fait que mon guess, c'est Switch Stance puis un autre. Où j'ai halluciné ça, que j'ai vu les infos en quelque part. Non, Enough, c'est... la première mouture d'Enough, c'est moi... Danny, Jonathan May, puis Éric Sirène. Puis ça, ben, c'est des gens qui n'ont pas continué à jouer de la musique à la place de Danny. Puis là, après, ça, c'est la première mouture d'Enough. Là, il y avait un autre band à Saint-Eustache qui s'appelait Needless Perception. J'ai jamais entendu ce nom-là. C'était des amis de quelqu'un à Boisbriand. Puis là, à un moment donné, leur band a comme éclaté. Puis nous, ben, vu qu'on jouait le même genre de tune, on s'est comme fusionné. Ah, OK. Fait que c'est ça, tu sais, là-dedans, il y a Souk qui a joué dans 22. Ouais, mais je pense que c'est l'anecdote, c'est que c'est pour ceux qui peuvent... Tu sais, je pense que j'ai reçu John au moins peut-être 3 fois au podcast, puis il explique que je pense qu'il travaillait de nuit, fait qu'il jammait le matin, puis ils ont enregistré l'album super rapidement, celui qui est dessus, je me souviens plus c'est lequel, par exemple, mais tu sais, ils ont enregistré l'album, puis ça l'a brûlé d'un coup, puis là, c'était comme, tu sais, il doit pas avoir beaucoup de souk de la scène punk de cette époque-là, je me dis, ça doit être le même, justement, faut que tu confirmes. C'est le même. Patrice Lavoie, lui, il est rendu, c'était un top là, chez... comment ça s'appelle? Solotech. OK. Fait que lui, il a continué dans la musique aussi, là. Souk, non, il joue plus de musique. OK. Ah, c'est Danny Dion. Excuse, je voulais nommer son nom. Là. Mais, fait, dans le fond, tu sais, Enough, on va dire le claim to fame que je voyais tout le temps passer, c'était vous avez ouvert comme pour No Use for a Name à Québec, puis à Montréal, ou c'est ça? On a ouvert pour No Use à Montréal. OK. Puis dans la même année, en automne, on a ouvert pour Rancid à Québec. Ah, OK, c'est ça, ouais. Puis il y avait un show de Rancid avec The Queers qui était supposé d'être à Montréal, mais il a été annulé. Je me rappelle plus pourquoi. J'ai le poster chez nous encore. Mais j'ai pas celui de Québec. Okay. Mais j'avais vu un des bands en première partie, c'était Bung, B-U-I. Je sais pas c'est quoi ce groupe. C'était-tu un band qui tourait avec eux ou c'était un band local? Je pense que c'était un band local. Okay. Je suis pas sûr que je réserve. Ouais, fais tes recherches, t'es bon là-dedans. C'est ça. J'ai pas creusé à ça. Ça se peut rien de ce band-là déjà. Mais le pire, c'est que j'étais censé checker c'était quoi, puis je l'ai juste pas fait. Plein trop tard, puis je vais pas passer sur mon cellulaire là, live. Il y a plein d'autres affaires intéressantes qu'on peut parler. Mais là, c'est ça. Enough, c'était en 93 que j'ai vu que ça a commencé. Puis No Use, c'était quoi? C'était en 94. Comment ça s'est ramassé, ce gig-là? Ben, No Use était sur Fat. C'était connu, mais c'était pas l'ampleur que ça avait aujourd'hui. Mais quand même, c'est ça. Mais c'était bien connu par les gars de Snow parce que ça jouait dans les films de Snow à côté. Là, dans le film Hopping DNT, je pense qu'il y a 6 tonnes de No Use. Ça a donné le ton. Sam qui était dehors dans un show, a rencontré Padgett de Greenland. Puis là, il a parlé, hey, j'ai un groupe.
Puis là, OK, No Use vient en show, veux-tu jouer? Oh, OK. Après, il m'appelle, il dit, hey, on joue avec No Use. Je dis, hey, moi aussi, je veux jouer avec No Use. Ouais. Il rappelle pas. C'est bien facile. OK, c'est beau, tu joues. Fait que là, un moment donné à l'école, une semaine en avance, on a des petites affiches. Hey, on joue avec No Use au Purple Lace à Montréal. C'est clairement un des flyers les plus laids, plates de tous les temps. C'est une feuille blanche écrite juste avec les noms en noir. Là, puis à chaque fois, mais sauf, je le vois puis je le reconnais tout de suite parce que c'est lui. La veille, on jouait à Québec, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est de même que ça a commencé. Puis là, à un moment donné, je sors des fouf, je vois Page. Puis il dit, hey man, what's up? Je dis, salut, ça va? Tu dis, hey, j'ai un show pour toi. Je dis, ah ouais, c'est quoi? Il dit, c'est à Québec. Je dis, ah ouais. C'est Rancid. Je dis, ben non. Il dit, oh oui, Rancid, telle date. Je dis, OK. Quand il était encore annoncé comme le nouveau band des membres de Operation Ivy. Là, non, mais c'était pour la tournée Let's Go. OK. Fait que, tu sais, j'ai dit oui, puis je n'avais même pas parlé aux autres membres d'Enough. Fait que ça a été les deux shows notables de mon époque avec Enough, parce qu'après, Puis ce qu'il faut mentionner, puis en même temps, Marco le dira peut-être pas, mais c'est la scène punk rock un peu commencé là, si on veut. C'est là que ça... Tu sais, c'est la première fois que Fat venait à Montréal. C'était la première fois, C'était le premier band qui venait à Montréal de l'histoire de Fat, dans le fond. En même temps, il n'y a pas grand band qu'il y avait avant qui aurait pu venir. Peut-être qu'il y a eu NoFX, mais il n'était pas Fat encore. Peut-être, je sais même pas s'il était venu anyway. Je pense. Il était venu au Fouf. Ouais, OK. Bon. Mais, fait que c'est ça, puis... Il faut donner ça à Sam, à Marco, à Page de chez Greenland. Ça a vraiment parti de là. Puis là, après ça a déboulé. Puis aussi, ce qui était le fun, puis j'en parle souvent, que t'as plus de bands locaux qui ouvrent pour des bands. Ouais, les bands tour avec les 3 bands, c'est moins de trouble, c'est plus facile. On arrive, on débarque, puis on fait le show, on s'en va. Avant, c'était cool. Moi, combien de bands j'ai connu, comment on était content de jouer pour des bands au Spectrum, au Fofun, comme tout ça, puis pour pouvoir ouvrir pour des groupes, c'est comment c'était le fun de se faire connaître puis de pouvoir vendre 8 cassettes, 4 t-shirts, il y avait quelque chose de le fun. C'était plus des églises, c'était plus des sous-sols, Fait que c'était vraiment cool pour ça, puis c'est vraiment dommage que t'en as beaucoup, beaucoup moins de bands qui ouvrent, puis il y en a encore des très bons bands qui fitteraient, puis ils peuvent plus. Ouais, mais tu sais, ce qui revient souvent aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bands aussi qui osent comme juste appeler et dire « Hey, by the way, moi avec, je vais être sur le gig ». Je pense que si t'as un band qui a fait assez de gigs puis qu'il y a comme une petite affaire qui roule pour eux autres, d'appeler des promoteurs locaux qui bookent ces gros bands-là, il y a des possibilités, mais le monde n'ose pas le faire. Tu sais, admettons que tu demandes, là, je sais pas, 10 fois hey, je peux te jouer sur un show puis tu te fais dire non. Mais si la 11e, ça fonctionne avec un band qui vont décider que ça fit, ça va fitter. Mais je pense qu'il faut comme gosser puis poker le monde un peu plus. Puis les gens osent pas. C'est plus facile aujourd'hui, là, mais dans le fond, avec les emails puis les messages textes et tout. C'est plus simple. C'est plus simple, mais c'est un peu moins personnel parce qu'avant, on appelait. J'appelais. T'as l'affaire, le numéro était dans la cassette. Ouais, c'est ça. Tu sais, je sais pas comment on bouquait des shows, comment on se faisait téléphoner. J'ai aucune idée. Je m'en rappelle plus bien, mais ça n'a aucun sens comment que c'était un projet, tu sais. Et puis je me rappelle encore, je sais pas si tu vas en venir à un moment donné, quand on a joué avec Ten Football, My Big Wheel avec Ten Football puis Menno Steel au Spectrum. On était dans un petit magasin de musique à Sainte-Thérèse qui s'appelle Décibel. Marco était là. Moi, j'étais là. On checkait la musique. Notre ami Johan travaillait là. Puis Marco, aucune idée. Il me passe le téléphone. Hey, t'as Nick Farkas de Greenland, ça l'appelle. Ouais, salut Nick. Ouais, voulez-vous ouvrir pour Ten Football, telle date? Oui. OK, bye. C'était simple de même. C'était le téléphone. Puis c'était des bands locaux encore qui ouvraient pour Ten Football, qui faisaient le tour de l'Amérique du Nord, mais le Canada, peu importe. Puis c'était Menno Steel puis My Big Wheel, tu sais. C'était pas un festival, là, c'était un petit band. C'est face-to-face aussi? Non, pour cela, non. Non, ça dans peut-être avec NoFX, face-to-face. Trigger Happy. Trigger Happy, tout ça, puis Reset dans le temps. Tu sais, quand même, juste ça, c'est ça que je voulais mentionner tantôt. Le nombre de bands là qu'on vient juste de name drop, tu sais, que ce soit Rancid, NoFX, Trigger Happy, Ten Football, tout ça en l'espace de comme 3 ans, dans le fond. Là. Puis ça, c'est sûr que j'ai nommé là, mais je suis sûr qu'il y en a comme plein d'autres. Là, j'ai vu ça, Face to Face, Ten Foot, Assorted Jelly Bean. Tu sais, dans ce temps-là, Fifth Hour Hero, Sub puis Roller Starter pouvaient ouvrir pour vous aussi. Tu sais, fait c'est complètement fou là, de penser là, que. Mais d'ailleurs, y a-t-il une raison pourquoi tu as arrêté de faire de la musique après ça? Le band a arrêté. My Big Wheel a arrêté.
tout bonnement comme ça, Dom, le guitariste chanteur, qui était comme le... OK, mais pourquoi j'ai arrêté? Le Ben, Dom est parti du groupe, il a voulu arrêter la musique. Puis après ça, Marco est devenu la roue de spare pour quelques mois, quelques années. J'avais entendu en entrevue un 2 ans. Un 2 ans, quelque bon. chose de même, ouais. Un bon 2 ans. Puis c'était Pat, le drummer, qui chantait déjà sur quelques chansons aussi en partant. Puis après ça a arrêté, mais j'ai jamais... après ça, je suis devenu designer, graphique, tout ça. La vie a continué, puis tout ça. Mais il n'y a jamais... j'ai jamais voulu pousser plus loin. Okay. Puis même My Big Wheel, tu sais, j'étais bassiste. J'ai commencé à jouer de la bass, je faisais pas de musique avant, il y avait juste 4 cordes, besoin d'un bassiste, parfait. J'ai comme appris sur le tas quasiment un petit peu avant My Big Wheel, mais pas beaucoup. Puis je me suis jamais considéré comme musicien non plus. Ouais, mais je dis ça de même, weird, là, mais si ils cherchent des drummers puis des bassistes, les non. montres, les arrachent. Là, fait le moindrement qu'ici tu vas dire, pour vrai, je serais partant de me repartir un band, ton Messenger ne dérougira pas. Je me le fais demander, c'est déjà arrivé 2-3 fois de demander, puis non, je me suis comme... Ben si t'es bien avec ça, je suis bien avec ça, puis je suis bien encore dans l'industrie, ça me manque énormément de jouer, mais je me verrais pas jouer pour un autre band comme un Big Wheel, puis... OK. Puis y a-tu des possibilités que peut-être un jour... non. Genre au re-release, là, de... Non, ben... Justement, il faut juste convaincre le guitariste de revenir, qu'on revoit de temps en temps depuis quelques années déjà. Il n'y a plus rien. Il a tout arrêté, mais Pat, le drummer, qui est encore un peu dans l'industrie, que lui, ça ne dérangerait pas. Mais il faudrait recommencer. Mais le monde nous parle des fois. Faites-vous une réunion. Quelqu'un même d'Evenco m'avait téléphoné il y a peut-être un an et demi. Ça vous ferait revenir pour faire un genre de festival de musique punk de Montréal des années 90. Puis... on en avait déjà parlé, moi, Fred puis Pat, il me disait, tu sais, si on fait un reunion, il faut absolument que ça soit avec Dom. OK, ouais. Puis là, mais tu sais, Dom, lui, il a passé à autre chose, c'est bien correct. Puis moi, j'ai toujours parlé à Dom, depuis le temps qu'il a lâché. Il y a des années qu'on se parlait rien qu'une fois, mais bon, tu sais, j'ai une bonne relation avec lui, fait que tu peux pas forcer quelqu'un. Non, c'est ça. Ça serait juste logique que ce soit lui, pas quelqu'un d'autre, parce que c'est le corps, c'est le trio, tu sais. Ouais. Moi, je suis arrivé là, j'ai dit, hey, vous avez besoin d'un guitariste, regarde, on va avoir du fun. Puis on a quand même fait une couple de shows pendant 2 ans, puis on a essayé même d'enregistrer des tunes, ça n'a pas marché. Puis... Y a-tu justement des tunes, autant là, de NF? Ben NF, je pense que c'était plus là à la fin, mais même de My Big Wheel ou de quoi, qui dorment encore puis qui pourraient être ressortis comme des B-sides? Non, pas vraiment. Il n'y a pas de... Non, on avait essayé, ça n'avait pas marché. Mon côté gay qui n'était pas assez développé. J'avais loué un 8-track au Dutchies, je pense, au Steve, je ne me rappelle plus. Non, au Dutchies, c'était un magasin de musique. Au Steve's, puis ça n'avait pas marché. Mais t'es crédité pour Pick-up Lines pour enregistrement. Ouais. Marco, Marco, c'est l'album qu'on disait qu'il était bon. Non, tu vas regarder tous les albums qui viennent de la Rive-Nord, Marco, il est dessus. Marco, c'est lui qui nous a présenté Stéphane Allary, qui nous a enregistré nos premiers nos albums. La moitié des albums aussi de la Rive-Nord, il y avait le studio démo qui appelait dans le temps. Après c'était Studio Arcane. Studio Arcane, je le voyais tout le temps passer avec Stéphane Allary, justement, qui avait travaillé à Maury Nights, de ce que je comprends. Il est encore dans ce domaine-là aussi, dans le domaine du son. Ouais. Puis, fait que Marco est impliqué, puis Marco, je lance des fleurs encore par rapport au punk rock de Montréal, ça, du québécois ou presque. Il a été dans les premiers balbutiements. Mais pareil, autant pour les bands de la Rive-Nord. Là, nous, il nous a beaucoup aidés. Il nous a plugué sur bien des bands, sur bien des shows. Avec Greenland, bien des shows. Puis il nous a beaucoup aidés aussi avec l'enregistrement. Il venait faire son tour un peu comme c'était un ami. Même à cette époque-là, il était considéré un peu, si on veut, dans le groupe sans être un musicien du groupe. Mais toutes les tunes étaient là. Il donnait son input. Puis... J'étais en studio tout le temps, puis dans le fond, My Big Wheel, c'est le 2e release de Help Records. Puis on est en studio. Puis c'était ça notre vie. Là, hein? Non, on fait du skate, on va au studio. Bon, on va aller au studio. Tu sais, puis Help Records, c'était vraiment... Regarde, on payait nos affaires, Marco faisait ses affaires, on mettait un petit collant sur la cassette Help Records, mais tu sais... C'est My Big Wheel qui payait tout, mais Marco, après ça, lui, il allait faire des fois des tours à l'oblique, des tours au Dutchies. Hey, j'ai des cassettes, j'ai des amis à moi, nanana. Puis là, tu sais, fait qu'on nous, on le faisait aussi. Puis, tu sais,
Ça se faisait de même, puis c'était... Personne ne faisait d'argent, puis tout le monde dépensait pour faire ça, tu sais. Ben, je relate beaucoup. Là. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ma plug en intro, mais j'ai mis mon beau petit gilet de Rough Times Records, le label de cassette de moi puis Wood, puis c'est exactement ça. Ouais. Les bands s'occupent de leur truc. Nous, on met l'argent pour la duplication, puis on donne des copies aux bands. Mais là, tu sais, on est rendu avec trois releases, puis on est dans le trou encore. Tu sais, ça tu sais, c'est vraiment comme un passe-temps de ligue de hockey, comme le podcast, des choses comme ça. Mais tout ce que tu décrivais, je suis comme, hey, wow, je fais comme en 1995 en ce moment. C'était ça, tu sais. Puis même nous, la cassette rouge qu'on a faite, on les a imprimées à coup de 100, tu sais. On imprimait 100, puis là, nous, au début, hey, on fera pas les pochettes, on va découper nous-mêmes les pochettes. Puis on allait chez Dupli Wolves dans le temps, je sais même pas si ça existe encore. Puis finalement, on a vendu 1000 cassettes quand même. C'est fou, là. 1000 cassettes, toutes découpées à la main, pliées à la main. Je n'ai fait 50 pour notre premier release parce que ça marchait pas pour la duplication. Ça m'a pris comme 2 heures faire 50 cassettes. Puis c'est vraiment chiant que le petit exacto puis les plier à la bonne place. Et là, 1000 cassettes à cette époque-là. Merde, c'est fou. Je veux pas, là. C'est sold out, là. Encore aujourd'hui, je pense que c'est des cassettes qui s'arrachent à gros prix. Tout récemment, cette semaine, j'en ai vendu une sur Bandcamp, pas celle-là, le Pick-up Lines. Puis je pense, je savais même pas que j'avais sur Bandcamp. Je pense que ça avait 2 ans, je n'ai pas vendu une. Puis là, c'était 10$. Puis je pense que c'était 10$ avec le shipping. Là, sérieusement. Il l'a revendu 300. Non, mais j'ai reçu ça. Puis là, je vois 10$, tous les frais. Toi, je pense qu'il me reste 76 cents à la fin. Puis là, j'étais à la poste hier pour la vendre. Puis là, ça rend, pour la poster. Puis c'est un gars de Montréal qui vendait l'adresse à Montréal. Puis là, je dis, hey, peux-tu faire comme une enveloppe, là, puis ça passe dans le slot? Mais non, il faut faire un paquet, ça passe pas. Hein? Oui, ça m'a coûté 16$. T'as des contacts là, chez Post Canada, t'aurais dit. À chaque fois, je me dis, hey, mon ami me dit que ça passe. Puis là, quand je pogne le. Faut que tu pètes une coupe de bulles sur le quand je top pogne pour que ça passe. Ça passe pas. Il faut que je pogne la madame. Mais j'avais vu un bout aussi, parce que, tu sais, on a parlé de l'ampleur de les groupes, puis vous étiez à la bonne place au bon moment, vous avez eu des super belles gigs. J'ai vu que, si je trouve l'info. N9, vous aviez approché Raw Energy Records à Toronto ou quelque chose comme ça à un certain point. Puis tu sais, c'est le label que Planet Smashers ont aussi approché, puis que finalement, ils ont parti Stomp parce qu'il n'y avait pas de retour. Là-dessus, tu avais Planet, Trigger Happy, tu avais Jersey, tu avais Sector 7. Ouais. Sector 7, je pense qu'ils ont sorti un album, en tout cas, je les aime bien. Mais est-ce que vous avez eu une réponse? Y a-t-il des possibilités à un certain point? Comment que ça s'est passé? C'est qu'on a joué au Rampage en 94. On a remplacé Foreground parce que Foreground se splittait. Fait que là, on était les remplaçants de dernière seconde. On a joué là. Et là, je connaissais déjà les gars de Trigger Happy. Puis là, après notre show, ils sont venus nous voir. Hey Marco, c'était cool, blablabla, blablabla. Et là, le producteur de Raw Energy était là. Puis il dit, avez-vous une cassette des enregistrements? Je dis, oh non, on n'a rien. Il dit, enregistrez vos tunes, pas de cover, envoyez-nous ça, puis on va parler d'un deal. Je suis comme, alright, let's go. On n'a jamais fait. Ouais, parce qu'il y a une cassette de N9, puis moi, j'avais même pas compris sur le coup, parce que j'ai déjà reçu Dirty Cheetah en entrevue. Ouais. Puis je savais pas que quand toi, Marco, t'as comme quitté ou que t'es parti que... Je me suis fait quitter. Tu t'es fait kicker out, mais c'est Luc Vinette, c'est celui qui joue la basse en ce moment, le gant de feu dans Dirty Cheetah, puis j'ai regardé l'épisode que j'avais eu, que je les avais reçus en entrevue, puis il en parlait, mais j'avais jamais fait le lien. J'ai comme cliqué, genre 3 ans plus tard, fait que le lien est dans tout. Oh ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu Luc, là, mais tu sais, il n'y a aucune animosité. Là, dans le temps, j'étais plus jeune, j'avais une attitude de merde. Je me suis fait sacrer dehors, puis il avait raison. Puis après, Luc a pris la relève. Lui, il chantait sa note, au moins. Là ils ont gardé les tunes qu'on avait faites, ils les ont modifiées, puis ils en ont composé d'autres avec lui. Ça a donné le démo qu'ils ont fait. Moi, j'ai eu la chance de Peace for a Piece of Land. C'est Dan Cole, d'ailleurs, qui était aussi dans 22 à la fin, puis multiples projets là, avec John Genier aussi, là, qui m'a donné une copie. Fait que j'ai ma petite copie chez nous, mais j'ai pas vu. C'était-tu Help Records? Non. Sais-tu c'était qui? Je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dessus, OK. Je pense qu'il n'y a pas de label. T'allais pas les signer vu qu'ils t'ont kické out. Mais non, mais je pense que ça a coupé les ponts, mais sans animosité. C'est juste comme, OK, faites vos affaires, je fais mes liens. Puis c'est juste de même, mais tu sais, je parle encore à Souk, à Pat, Philippe Cabanac, lui, je le vois une fois de temps en temps, qui joue à la bass. Okay. Luc, ça va faire, je sais pas, 15 ans, je l'ai pas vu, 20 ans. Je sais, mais tu sais, tout est beau, là. OK.
Puis à quel moment? Parce que là, on a name-droppé Help Records. Ça, c'est le fun. Quand tu tapes Help Records et que tu googles le nom, à un certain point, tu arrives au registre des entreprises du Québec. Fait que c'était vraiment sérieux, les affaires, OK? Là, j'ai les disques Help Records. Ouais. Help Records. Ouais. Switch Records. Les disques Switch. Ouais. Production Switch. Switch Production. Ouais. Fait que pourquoi une évolution des noms? Puis j'ai rien vu sur Switch Records ou les disques Switch. Non, il y a ces affaires qui sont sorties. Je voulais réserver le nom. OK. Tout. Comme réserver un Parce site que web, dans le fond. j'avais d'autres idées en tête, mais tu sais, quand t'as 19 ans, tes idées sont frivoles pas mal. Puis, c'est ça, je cherchais juste un autre nom de label parce que je voulais faire peut-être un autre style de musique. Fait que, pour pas mélanger les deux. Ça a été quoi le style de musique? Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est ça. Mais tu parlais d'amener ton chandail de Wu-Tang tantôt. Tu voulais-tu te partir un label hip-hop ou... non, OK. Puis, c'est ça. Fait que là, hey, on va nommer, puis tu sais, My Big Wheel, vous avez été justement un des premiers sur Help Records qui sont sortis. Éventuellement, vous êtes tombé sur Underworld. Je pense sur Pick Up Line, je sais pas si c'était comme un release en même temps sur les deux labels ou c'était vraiment juste sur Underworld. Non, c'est juste Underworld. C'est juste qu'à un moment donné, notre drummer, Pat Lefebvre, s'est mis à travailler au Underworld, le premier Underworld Million, quand c'était juste Skate Shop. Au deuxième étage, en haut, quand il y avait juste ça. C'est même pas Skate Shop, c'était juste la musique, tout ça. Puis là, Alex Bastide, le propriétaire de Underworld, a été notre fan numéro 1 depuis depuis tout le temps. Je pense que les 15 premiers shows de My Big Wheel qu'on a fait dans notre vie, il était là. Puis il nous disait, un jour, je me prends un label, vous allez être sur mon label. Puis comme de fait, Underworld a pris l'expansion. Il y a eu la petite salle du Underworld sur Millen. Puis il a ouvert un magasin de skate après avec la salle de spectacle. Et on est allé en studio. Lui, il avait le budget. Lui, il nous a comme... Je ne sais pas encore c'était quoi. Là, il nous a peut-être... On payait le studio, mais ils ont comme acheté des cassettes, je pense. Puis ils revendaient des cassettes. En tout cas, des CD, je sais pas trop quoi. Puis c'est pour ça les raisons que tu vois les flyers de cette époque-là. Au Underworld, il fallait refuser des shows à un moment donné. On jouait trop souvent. Okay. On a ouvert pour Blink là-bas. Ouais. Ça a été... ça, on a dit oui. Ouais, d'ailleurs, un bel article de Dominique Tardif. Je ne veux pas que tu es impliqué là-dedans dans la presse. Ça a été drôle, ça, qui m'a écrit Dominique durant la pandémie par rapport à cet événement-là, vu que Blink s'en venait jouer ici. Au Centre Bell. Avec Turnstile. C'est ça, pour le dernier album. Mais pas pour le dernier album, mais en tout cas, à cette époque-là. Puis, non, c'est le dernier album, c'est ça. C'est ça. Ça fait longtemps, pareil. Mais c'est ça, fait que là, tu sais, les MXPX, les Mr. T Experience, tous ces groupes-là, c'est toutes des bands qui nous ont influencés. C'est sûr que ces groupes-là... J'ai vu Groovy Ghoulies. Ouais, ça, c'est avec Mr. T Experience aussi. C'est sûr que quand ces bands-là venaient, on jouait, mais des fois, on jouait pas avec d'autres bands, avec les Spraying Cold et les Subs de ce monde des bands de Montréal. Fait qu'Alex a été un gros pillon aussi dans notre histoire, plus vers la fin du groupe, c'est sûr, plus vers la fin 90. Gros impact, la tournée avec Asota Jelly Bean, puis Sub, c'est avec Underworld, puis c'est Alex qui a fait ça aussi, qui a comme participé à ça. Avez-vous aussi fait des démarches envers des labels ou quoi? Parce que on parle de NF, Raw Energy, mais quand je regardais, j'étais comme, tu sais, ça avait l'air de rouler à côté, ma Big Wheel. Il y a un temps qu'on s'est demandé, quand on a fait une tournée avec Reset, puis Rhythm Collision. Okay. Rhythm Collision qui était sur Doctor Strange Record à l'époque. On a bien aimé ça, puis ils ont vraiment trouvé qu'on fitait avec le label, qu'elle allait parler de nous autres à Doctor Strange en Californie. Puis on s'est posé la question, est-ce qu'on prend une chance puis on s'en va en Californie, tu sais? Faire quelque chose, tu sais. Pat qui avait lâché l'école, lui, il travaillait dans des... Wonderworld dans des usines ou je sais pas trop quoi. Ouais. Là, moi, je commençais mon bac en design. Dom était à l'université aussi dans ce temps-là, où je finissais le cégep un peu. On était deux universités qui arrivaient, ou c'est fin de cégep. Puis, pas qu'on n'a pas été game, mais c'est un peu ça, souvent, c'est tough comme choix. Ça, mais on y a pensé, on s'est pas rendu là. On a écrit à Fat Record qu'on a reçu la lettre que tout le monde a reçue. On a reçu la même lettre, dans le fond, que
que Roach avait reçu à l'époque, que Reset avait reçu. C'est qui le était même X. Le même X, le troisième X, qui était on n'a pas de place présentement, mais si vous venez en Californie, faites-nous savoir, on va aller vous voir. T'sais. Ah, ok, cool. Ou même, je pense que Reset, c'était aller retourner au McDo. En tout cas, je sais pas trop quoi, mais c'est quand même pas pire. Il y avait eu Lobster Record aussi à un moment donné qui nous avait écrit. Lobster Record qui était il y avait Buck Wild là-dessus, le guitariste de Lagwagon qui avait parti de ce band-là, qui avait parti de ce label-là. Mais c'était tout le temps des histoires d'amis, de confréries, de hey, venez. Mais tu sais, à cette époque-là, le label, pas qu'on courait pas à ça, tu sais, comme après ça, mais c'était cool de se faire dire de oui quand on vient, quand vous venez recevoir ça, mais je veux pas dire qu'on cherchait pas un label comme. Dans ce temps-là, comme on était comme Underworld, puis vous pensiez pas à ça. C'est ça, il y avait pas. Maintenant, tu veux être signé, tu veux avoir de l'aide. Pas qu'on n'ait pas besoin d'aide, mais c'était correct. Parce que vous aviez jamais fait de show aux États-Unis ou non, quoi? Non, la tournée avec Arsota Jelly Bean, le plus loin, ça avait été Toronto qu'on a fait, Ottawa, Toronto, puis en fait, c'était la tempête du verglas pendant le verglas en 97. Puis on était parti de Toronto, puis on était revenu par en arrière pour jouer à Rouyn-Noranda dans Tempête de neige impossible. C'était aucun sens. Il y avait plus de chauffage. Eux autres sont arrivés avec une vanne avec des pneus d'été. Fait qu'ils se sont achetés des chaînes pour mettre des pneus à chaîne. Puis il n'y avait pas de chauffage dans leur vanne. Fait que les autres, ils roulaient avec des gros manteaux d'hiver qui faisaient super froid. Puis là, nous, on était dans Tempête de neige pendant qu'ici, il n'y a pas d'électricité, tu sais. Fait qu'on n'a pas vécu la tempête. J'ai pas vécu de tempête de verglas, moi. J'ai plus vécu une tempête de neige autour de Montréal. OK. Pendant que mes parents me disaient, t'es où? Il n'y a pas de cellulaire. Ah, j'avoue, il y a tout ça à considérer. Hein? Ils voient que c'est comme la fin du monde à Montréal, mais là, nous, on est au Saguenay. Puis. À cette époque, t'avais quoi, genre 18-19? J'avais. J'avais peut-être. J'avais. Dans le fond, on a plus que ça. En vingtaine. J'étais un 74, moi. Fait que tu étais à l'université aussi. C'est ça, l'université, ça, j'étais dans vingtaine, début vingtaine, ouais. OK. Fait que, puis on avait, en revenant à Montréal, on avait hébergé Sub dans l'appartement parce que Sub était du Lac-Saint-Jean, de Saint-Jean-sur-Richelieu, eux autres, c'était l'épicentre. Fait que eux autres, il n'y avait pas d'électricité, rien. Fait qu'ils étaient restés une couple de jours avec toute le band, couché à terre avec les blondes, tout ça. Puis... Mais c'est ça, parce que, tu sais, on parle de Sub, on a parlé de 22 ici une couple de fois. Comment que le lien s'est fait entre la Rive-Nord et Saint-Jean-sur-Richelieu? C'était juste parce que vous étiez les bands qui touraient le plus que vous vous croisiez ou... Non. Sûrement Marco. Ouais, c'est moi. Ah ouais, c'est ça. C'est ma faute. Désolé, Jeff. Sûrement Désolé, Marco, il y avait Martin. quelque chose. Non, avec Martin. C'est que avec Help Records, j'ai sorti une compilation qui s'appelle Upper East Punk Story. Je voulais t'amener une copie. Il m'en reste 3. Je l'ai oublié. Ah, pour vrai? Je vais te l'envoyer. Hey, ça, c'est un bijou en plus. J'aime ça, ces affaires-là. On va en reparler, justement. L'affaire qui arrive, c'est que c'est ça, là, j'avais annoncé que je voulais faire une compilation avec Trigger Happy, The Vandals, Trying Out, Reset et tout et tout. Et là, il y a quelqu'un de Saint-Eustache qui a un magasin de musique qui dit non, on fait une compilation à la place des bands locaux. Genre. Mais là, finalement, on a décidé de faire ça, 2 tunes chaque. Puis là, ben, il y a plein de bandes qui m'envoyaient des cassettes, des photos. Ça, le label existait déjà. Ouais. OK. Fait que là, les gars de Sub, ils me contactent, puis ils me disent écoute, on a 2 tunes qu'on aimerait ça, mettre sur la compile. Puis on peut-tu venir te présenter? Je suis comme OK, c'est beau. Eux autres sont au lac Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, moi, j'étais à Boisbriand dans le temps. Fait que là, ils s'en viennent chez nous, chez moi. Dans ma chambre, sur mon lit, ils mettent ça dans le petit radio. Et je fais oh shit, j'avais jamais entendu ça. Ils m'amènent le premier démo period. Là, dans le fond. J'avais jamais entendu, mais là, ils me font jouer les 2 tunes qu'ils voulaient mettre sur la compilation. Là, je fais oh shit, ok, oh, et ça c'est bon. Puis là, arrive le cover de Operation Ivy, Bombshell. Je fais oh shit, je mets ça sur la compilation. Je veux pas me faire poursuivre. J'ai pas d'argent pour payer les droits. Voyons donc. Finalement, j'ai dit fuck it, on le fait. Tu sais, ils vont venir chercher quoi? J'ai rien ici. Fait qu'ils vont venir chercher ma vieille TV cathodique, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, vraiment, là, je pense. C'est le premier contact que j'ai eu avec les gars de la Rive-Sud. Là aussi, les gars de Bugs of Badlands. Qui est de cette gang-là aussi. Ouais, c'est ça. Mais là, un moment donné, ils m'appellent. Ah, on veut ça compile, J'ai plus de place, j'ai 12 bandes, 2 tonnes chaque, plus une tonne cachée. Fait que ça fait 25 tonnes. J'ai plus de place. Fait que... ouais, c'est pas mal ça. Ouais, puis d'ailleurs, c'est-tu pour cette compile-là que... Attends, là. Free Sample est né. Parce que ça, c'est un autre de tes projets qui a l'air d'avoir 1 ou 2 tunes qui ont sorti, puis c'était pour la compile d'Atit. Exactement. Okay. C'est que j'avais toujours rêvé d'avoir mes tunes enregistrées en studio parce que ça n'avait pas fonctionné avec Enough.
On avait essayé, là, puis moi, quand je m'entendais au vocal, je fais « Oh non, ça peut pas sortir, cette affaire-là, c'est impossible. » Donc, finalement, là, j'ai demandé à Dom de My Big Will s'il voulait chanter. Il dit « Bah oui. » Là, j'ai demandé au drummer de Homesick « Veux-tu drummer? » Ouais. Puis au bassiste de Enough, qui est son frère. « Veux-tu jouer de la bass? » Bon, oui, c'est beau. Ben, moi, je vais jouer de la guitare. Fait que c'est comme ça, on est allé au studio Arcane, voir mon ami Stéphane. Puis, parenthèse, je suis son facteur aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. Fait que j'arrête chez lui des fois, puis on jase. Puis encore une fois, je veux revenir à l'époque aussi. Tu sais, Marco disait hey, je fais une compile. OK, on va dans le studio, on va enregistrer 2 tunes, on va donner à Marco. Il va te donner pas combien de CD. Copies. Non, le deal, je pense, je donnais 10 copies au band. Ils vendaient ça puis ils gardaient le cash pour payer un peu. C'est le même business model que Rough Times Records. Exactement. Puis là, après, tu donneras des conseils. Après, s'ils en voulaient d'autres, ben, je leur vendais au cost. Ouais. Puis, tu sais, les gars de Sub, ils en ont vendu, je pense. Ça a fini. Puis nous, c'est ces 2 tunes-là qu'on a enregistrées, qu'on a mis sur une cassette, qu'on a fait une pochette avec un Stormtrooper, peu importe, là, je sais pas trop ce qu'il y avait dessus. Mais elle était blank, puis là, c'est elle, on envoyait à Fat Mike. C'est elle qu'on a envoyé partout un peu. C'était ces 2 tunes-là qui nous ont donné l'opportunité d'envoyer à des places. T'sais. OK, ouais. Fait que c'était juste ça. Mais c'était encore une fois, on payait pour, ils payaient pour, puis on avait du fun, tu sais, là. Ouais, ben, vous aviez la chance aussi que, tu sais, pour tout ça, tu sais, Greenland est arrivé aussi à ce moment-là. Tu sais, Greenland, c'est devenu gigantesque aujourd'hui, là. Mais ça a parti de booker des shows Underworld, justement, puis tout ça. Puis vous étiez dans cette gang-là. Puis tu sais, puis je me rappelle, tu sais, comme, on ouvrait, là, pour Ten Football, là, Padgett nous appelait, puis on vous donne 100$. Ça coûtait 100$, tu sais, là. Le plus gros chèque encore, c'est quand on a ouvert pour Blink à Drummondville avec Shades Apart. On a eu 1000$. Quand même. Ça, même là, aujourd'hui, t'as pas ça. Non, c'était fou, là. Le gars, c'était un skate shop, j'oublie le nom, quelque chose production, là. Puis il y avait un skate shop en relié à ça. C'est pas du squat. Le squat, exactement. Ouais, le squat. Le gars, je pense qu'il nous avait vu à Wonderworld. Après ça, il nous a booké là-bas. On parle de My Big Will, puis c'est comme... Moi, je suis arrivé dans le band à la fin. Quand tout était fait. Quand on se parle d'anecdotes de My Big Will, c'est comme si je fais partie du band. On a joué là, on a fait ça. T'étais toujours là. Toujours là, mais tout le monde était toujours là. Tu sais, on joue avec Ten Football, on n'a pas de van, un de nos amis nous passe la vanne, Marco est dans la vanne, tu sais, là. Puis, il vient avec. Assis sur un ampli. Dans le coffre à gants. Puis toutes les shows de cette époque-là, les années 90, t'arrivais à n'importe quel show, toute la gang de la Rive-Nord était les grunge punk rock, comme je disais au début. Là. Toutes les grunge punk rock étaient à show là. Tu sais, Green Day, Bad Religion, que Green Day avec Seaweed. Mais show là, t'arrives, tout le monde est là, puis tout le monde est là. What the fuck, c'est quoi ce band-là qui ouvre, là? Un gars qui arrive avec les cheveux mauves, puis qui vole le show, là, tu sais. Mais pas longtemps après, ben là, ils sont au Fouf, après ça, Verdun, après ça, Forum, puis l'histoire par là. L'a prouvé. Que... Puis, tu sais, j'ai choisi, c'est ça, c'était voulu, on n'a pas parlé, je pense, j'ai choisi Sarah pour commencer. Parce que, tu sais, on l'a dit souvent, Sub, vous ouvrez pour eux ou vous autres ouvrez pour vous selon la gig. Puis, là, je ne sais plus c'est dans quelle tune, mais je sais qu'il était censé dire le nom d'une fille dans une tune, puis ils ont changé pour Sarah dans une de leurs chansons à cause de votre tune. C'est drôle que. C'est drôle parce que je l'ai. C'est comme Oh Sarah! À force de venir, à cause qu'on venait ici, j'écoutais en vinyle. Aujourd'hui, hier, j'écoutais Sub. C'est la tune SST. OK, ouais. Ouais, parfait. SST. Puis là, un moment donné, dans la toune, ça dit la fille est dans la chambre, elle écoute du My Big Will. Puis après ça, ça arrête. Puis là, Jeff, il fait le bout de Sarah, oh Sarah, puis nanana. Puis une parenthèse, qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est Sprain Ankle. Ils ont name drop My Big Will dans une de leurs tunes. Aussi, OK, ouais. C'est tellement drôle. Sprain Ankle aussi faisait ça. On était bien amis avec bien des bands, je pense. Mais Sprain Ankle, je pense, me semble, si je me trompe pas, mais le drummer de Rock'n'Roll Television était dans Sprain Ankles. De ce que je comprends en ce moment dans la mouture actuelle, mais peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est... C'est Alex, son nom? Ouais, sûrement le deuxième drummer. Ouais, je m'en souviens pas. Je sais pas c'est quoi son nom, malheureusement. Je sais pas. Mais tout est dans tout. Hein. Ici, au Clash Podcast, les 6 degrés de séparation n'existent pas. À cette époque-là, ça n'a aucun sens. Là. Ouais. Puis là, c'est ça. Là, si je regarde un petit peu, tu sais, la discographie de My Big Will, bon, vous aviez le premier Use the Force que vous avez enregistré sur un 4-track. Après, j'ai Two Scoop of Loving, que là, vous n'avez pas eu de problème non plus pour le cover de City Girl au même point que Bombshell. Non, zéro problème avec ça. Puis encore une fois, j'ai beaucoup d'amis
J'ai une bonne amie, Mirabelle, pour pas la nommer, comme on dit, qui habite en Californie maintenant. Puis elle a vu Descendant en show récemment, puis elle m'a envoyé le bout, puis elle a dit pour moi, Descendant, Silly Girl, mais c'est la version acoustique de My Big Wheel, c'est pas la vraie tune. Non, c'est un band qui nous a beaucoup influencé énormément, puis fait que on a voulu la faire comme ça, puis on n'a jamais demandé. Puis je suis sûr qu'on le demanderait, ça dérangerait pas. Là, non, c'est ça. Mais là, on risque peut-être de le faire en vinyle éventuellement, même cet album-là, parce qu'il a été aussi un peu remasterisé pour le vinyle, puis je pense qu'on va le faire, puis on s'en fout. Là. OK. Advienne que pourra. Je disais, il y en a où il va y avoir 100 copies. Puis, ouais, c'est ça. Si on en vend 4, c'est correct. C'est quoi sinon? Après, c'est Super Runaway Hero. Super Runaway Hero. Ça, justement, c'est les 2 tunes qui sont sur la compile. OK. Qui est devenu un démo qu'on a envoyé partout. Je sais même pas si on a vendu de ça. Je pense pas qu'on a vendu. Puis ça, non. Il n'y a pas eu des genre un short print de ça que tu as sorti juste pour les amis, je pense que j'ai vu passer, Marco? T'as fait en vinyle en 7 pouces. Ouais. Puis Dave Lefebvre, un ami qui a fait la pochette. Ouais. Puis tu m'as donné ça dans le fond. C'est un cadeau que tu me faisais, c'est ça? C'était sa fête. C'était ta fête de. Ouais, pas 50, non. Non, c'était chez Frenchy, je t'ai donné ça. Une couple d'années. J'ai rencontré un de mes amis qui a un late cut. Rencontré quelqu'un qui a un late cut. Puis il peut graver les faire des un à un, là, ouais, faire un à un. Fait que là, je dis, OK, ben là, je vais faire un 7 pouces, puis je vais donner ça comme cadeau de fête à Fred. Fait que je suis allé chez lui. Non, j'ai envoyé ça par les interwebs. Puis finalement, je suis allé le chercher chez lui. Puis là, on a commencé à parler, puis il m'a fait une coupe de 7 pouces. Il m'a fait même un 8 pouces. Oh! Ouais. Puis là, Dave, notre bon ami. Ça, c'est lui qui est graphiste aussi, qui fait les affaires pour The Match-Up et tout ça, d'ailleurs. Qui jouait dans Ask avant, qui jouait dans Ask. OK, c'est ça, ouais. Puis j'ai demandé de me refaire la pochette pour le Center Label. Puis il m'a tout fait ça en secret. Je l'ai fait imprimer, j'ai fait un montage. Quoi, j'ai donné ça à Fred. Fait que j'en ai, je pense, 2 copies chez nous encore, là, mais il n'y a pas de Center Label. Fait que, OK, c'est ça. Ouais, mais c'était vraiment un short print. Non, c'était vraiment. Mais même la cassette, je me demande, était vraiment en papier, la pochette, puis la cassette était noire, il n'y avait rien. On écrivait en Sharpie Silver dessus. Je sais même pas. Il doit pas en avoir. Il doit en avoir 30, même pas. Je sais pas. J'en ai 2 chez nous. Okay. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je les ai peut-être amenés. Je vais t'en donner. Sinon, tu sais, Pick-Up Lines qui a suivi, tu sais, vous faisiez beaucoup de shows avec Reset et tout. Je pense qu'il y a des back vocals d'ailleurs de Pierre Bouvier là-dessus et tout ça. Celui aussi que j'ai vu enregistré par Marco. Mais une affaire que je me demandais, c'est. Il y a comme un back vocals à un moment donné d'une fille sur Do You. C'est pas la fille de la pochette. Ok, non, c'est ça. Non, tout le monde passe à la fille de la pochette, non. C'était une fille qui travaillait pour Greenland, justement. Parce qu'il y avait Mariana Gianelli. Adriana, c'est ça? Ouais, Adriana, ouais. Ok. Ouais, c'est ça, qui travaillait pour Greenland. Puis. C'est pas quelqu'un qui avait un band? Parce que la voix, elle file vraiment bien. J'étais comme peut-être que ça avait un band. Elle était venue avec Pierre. Puis Pierre avait fait les back vocals sur Loaded, puis Run Around Sue un petit peu. Ouais. Puis on lui a demandé, je pense, de même, veux-tu faire des back vocals, puis juste pour être gentil, puis avoir une plug à Greenland à un moment donné, pour avoir des billets pour aller voir des shows, avoir le Warped Tour gratuit, genre. Non, mais c'était un bon move parce que, tu sais, quand on réécoute des vieux bands, tu dis tout le temps, y a-tu une tune qu'aujourd'hui le band ne referait pas parce que il y a un côté cringe de quoi, mais c'est là juste le fait que, tu sais, ça parle quasiment de consentement, puis il y a une fille qui chante puis qui dit la même affaire. J'étais comme, crime, cette tune-là, elle pourrait être encore aussi drôle aujourd'hui parce qu'elle est bien faite d'un côté que elle mettrait personne mal à l'aise de ce côté-là. Une petite tune humoristique, dans le fond, une petite tune silly tune. Ouais, une silly tune. Ouais, puis la tune, je me rappelle, Dom l'avait écrit, puis c'était au sujet de la fille qui était au desk quand on allait jammer à Cité 2000. C'était la fille. Je pense que c'était des jumelles ou une jumelle. Je sais pas trop l'histoire, là, mais je me rappelle cette histoire, ça avait rapport avec cette fille-là, puis une grande blonde là, qui était super cute. Là, mais si elle se reconnaît. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un amour à créer. Une grande fan du Clash. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Puis là, c'est ça. Là, j'avais vu Mariana Gianelli, qui avait l'air d'avoir produit genre des vulgaires délits à l'époque ou de quoi, mais je sais pas c'était quoi son rôle sur l'enregistrement. Ah, ben c'est elle, Mariana. Ouais, c'est Mariana. C'est Mariana. C'est Mariana. Ah, ok, bon, elle voilà. pour Greenland, c'est ça, qui travaille pour Greenland. Je sais pas si ça fait d'autres choses après, là, mais non. Ben, j'ai vu Vulgar Daily, là, qui est. OK, mais à cette époque, je sais pas si ça existait dans ce temps-là. Là.
Mais, Peut-être, moi, je suis pas sûr. C'était Blood Sausage, peut-être, à l'époque. Ah, ben oui, ouais. Costa. Ouais, c'est Costa qui est dans Vulgar Gilly. D'ailleurs, allez dire un bonjour au Barfly. Il est barmaid, là, des fois. Oh, ouais, là, Costa qui était à HDLS avant? Ouais. C'est ça, ouais. Justement, je veux le livre, moi. Il y a un livre avec plein de. Ouais, de Dom Castelli. Il y en a refait. On avait joué au JLS. JLS, on a joué Quand on avait souvent, fait une petite tournée là, avec ça, puis pas Cheesecake Circus, mais Roller Starter, on avait joué à Québec, Montréal, je me rappelle plus. Fait 3-4 dates, là. C'était quand même cool. Ça a été la première. On a joué très souvent. On a produit beaucoup de shows là-bas. Tu pouvais louer à la salle, pas trop cher. Ils faisaient la bière, on faisait à la porte, genre, puis faire de même, puis on perdait de l'argent, là, mais encore une fois, on avait du fun. Puis là, c'est ça, je vais quand même. Faut parler aussi des projets actuels. On a nommé beaucoup Dusty Wax depuis le début. Dusty Wax, que t'as le chandail actuellement. T'as fait plusieurs sorties pendant un Blitz. Puis là, je pense que c'est peut-être une période d'ajustement. Là, on parlait du prix des vinyles tantôt. Ouais. Comment ça se passe en ce moment avec Dusty Wax? Y a-tu des projets que tu peux comme donner des indices? Je peux pas vraiment dire. Il n'y a pas de projet. On target de quoi de très précis, mais c'est tellement au niveau embryonnaire que je peux pas en parler précisément parce que si ça se passe pas, on va avoir l'air des morons. Déjà que... Ouais, c'est vrai. Coupe la caméra. Non. Non, mais les vidéos à scandale, ça fonctionne bien. Fait que je vais regarder ça. Non, l'affaire qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de labels qui font un peu la même chose que nous. Tout le monde court après les mêmes titres. Ouais. Puis là, les bands puis les labels commencent à dire bon, mais crime, on va le faire nous-mêmes à la place. Tu sais. Ouais, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Nous, on aime ça sortir de quoi qui n'a jamais été sorti en vinyle ou ça fait vraiment longtemps qui n'a pas sorti. Puis quand on fait affaire avec les labels, mais ils n'ont pas les sources. On va juste envoyer l'audio. Fait que là, il faut prendre la pochette. Et là, Fred embarque. Puis lui, il fait sa touch magic. Ouais. Magic touch. Puis c'est ça. Mais à un moment donné, c'est pas qu'on a épuisé nos ressources, mais c'est que les coûts de production augmentent, puis les coûts de royauté augmentent aussi. Puis tu travailles pas là-dessus à temps plein, c'est un projet de passion aussi. Quand tu deviens à bout puis tu ne traites plus, faut pas non plus. C'est labor of love, là, c'est tout. Là, on est plus sur un mode, on écoule un peu le stock qu'on a, tout ça, mais on travaille. Comme hier, j'ai eu un meeting pendant 2 heures avec mon partner puis quelqu'un aux États-Unis pour faire un plan d'attaque pour approcher un label, pour avoir de multiples releases, un contrat avec 5, 6, 7 releases. OK. Fait que si ça fonctionne, ben là, on n'a plus à chercher à gauche, à droite. On va avoir notre table pour 3-4 ans. Là. Mais je sais pas si je sais que tu en as amené une coupe d'ailleurs, la plug du concours du tirage Patreon, ça va avoir rapport à ça un petit peu. Okay. Je sais pas si tu veux montrer des copies parce que là, c'est ça. Là, Dusty Wax, on a parlé comme peut-être du My Big Wheel éventuellement, mais tu sais, sinon, c'est M, Pulley, Guttermouth, Eddie avec Finger Louie, le split avec Kid Dynamite, 10 Football avec Satanic Surfer. C'est vraiment des bands que je sais que c'est un secret pour personne. Là. Ces bands-là peuvent venir à toutes les années au Red Bridge Fest ou autre place, puis ils vont toujours remplir les salles. Fait que là, je sais pas ça, montre-les donc pour teaser un petit peu là, les gens là, qui... Ben là, ça dépend. Quel vinyle tu veux garder pour toi? Là? Moi, je veux garder ceux qui sont les plus rares. Puis ceux qui sont pas en double, puis le reste, je vais le donner à mon petit peuple de Patreon. Non, ben là, j'ai amené 2 Suppose de Fire Cell. T'en regarderas un, tu t'en feras tirer un. C'est un Suppose qu'on a sorti cette année. Fire Cell, des réguliers, même du Music for Cancer. Ben ouais, ils sont venus 2 années de suite. Ouais. Ils avaient vraiment aimé la première année, puis après, ils ont demandé à Jay s'il pouvait revenir, puis ils ont délai de quoi. Je suis pas au courant des affaires financières et tout, mais tout c'est vraiment le fun. Là, j'ai 2 copies, ben une pour toi. La meilleure. Attendez une seconde. C'est ça, j'ai une version Friends and Family qui a une pochette qui était sérigraphiée, puis l'autre, c'est impression normale. C'est quoi le mot? Une couleur classique. Non, je veux dire mystérieuse. Ah, ok, c'est bon. Je me rappelle plus c'est quelle avec le point brun. C'est quelle variante. Grand Collapse, ça c'est notre premier. Puis à date, c'est notre premier multi-label release. Ok. Il y a 5 labels là-dedans, tous des labels en Europe. Puis c'est un band hardcore. Puis ils ont sorti l'album. Et le chanteur il est décédé pas longtemps après. Okay. Fait que lui, il nous en reste une couple de copies. Ça n'a pas vendu tant que ça, mais je suis surpris, pareil, qu'il m'en reste juste même pas 20.
OK, Une OK. affaire comme ça. Ben, c'est bon signe. Ah, moi, T'as pris des j'adore bonnes ça. décisions de business. Ouais, mais puis, Paulie, leur dernier album. Je vois Split avec Spam aussi, qui travaille beaucoup avec Thousand Islands. Avec aussi, Bam, puis, ouais, c'est ça. Mais c'est avec Satan Records aussi. OK. Ah, Puis- c'est CO quelque chose? Record? Satan, comme pour Ah! Satan. J'ai déjà commandé des vinyles là, puis je viens de catcher le jeu de mots après. Ouais. Je pense qu'il y a World's Scariest Police Chases là-dessus, qui sont d'ailleurs au Ça se Poudza, peut. puis d'autres. Mais tu sais, juste pour noter, il y a une erreur ici en arrière. Il n'y a pas le numéro de. C'est pas le numéro de catalogue de Dusty Wax, c'est le numéro de catalogue de Satan Records. Ah, OK. Bon. Ok. Fait que ça prend de la valeur d'abord, parce que Oh c'est non, un je suis pas Easter sûr. egg. Je suis pas OK. sûr. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, Dusty Wax, parce que là, il y a une chose que j'ai vue quand on cherche sur Help Records, sur les réseaux sociaux et tout, on tombe sur, en 2015, il y avait le 20e, il y avait de l'air d'avoir des trucs qui se tramaient un peu avec Jay Pina puis François-Philippe Dupont là, de Music for Cancer et tout. On dirait que ça tombait à l'eau, qu'il y avait des annonces à faire. T'en avais parlé aussi à Punk Latte quand t'étais passé en, je pense, 2020, que tu voulais ressortir des trucs. Puis finalement, c'est-tu un peu la renaissance de Help Records qui est devenu Dusty Wax, tu sais? Ben, c'est que. On peut dire ça. J'ai tout le temps. Je m'en ai tout le temps voulu de pas être à mes affaires dans le temps. D'avoir laissé ça mourir comme ça. Il n'y a aucune raison. C'était juste que j'avais 19-20 ans. Puis j'étais. C'est ça. Fait que j'étais un peu trop procrastinateur. Ok. Et. Il faut que tu aies la flamme c'est ça, non, mais d'ambition j'avais que t'as des pas buts, nécessairement. puis on dirait que je voulais pas faire les efforts pour me rendre à ces buts-là. C'est ça qui a mené à la la fin. mort de Help Records. Puis là, en 2020, ben, je me suis dit, crème, avec l'Internet, puis là, je connais encore tout le monde que je connaissais il y a Ah ouais, 25 tu sais, 30 je ans. suis jaloux, tu as fait signer tes cartes de Scott Radinsky de baseball. Ça, c'est mon grand. Je vais t'en donner une, justement. Ou la prochaine fois qu'il vient, tu me le diras, puis je vais J'en emmener ai mes cartes. 8-9 chez nous, si tu veux. là. C'est bien correct. Fait que ça a tout parti de là. Puis là, à un moment donné, je parlais de mon projet à mon ami Matt, le partner dans Dusty Wax. Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, je pense, dans ce coin-là. Nouvelle-Écosse. Ouais. Fait que. Puis là, on parlait de faire un down by là, puis ci, puis ça. Puis là, moi, j'ai dit non, je vais demander à Scott. Fait que là, finalement, j'ai demandé à Scott, puis il dit, c'est beau, je vais appeler Mr. Brett. Parce que puis, tu le connaissais de l'époque, justement. ouais, je le connaissais là, de puis, l'époque depuis leur premier passage le au football. Québec. Là. Ouais. Le football. Fait que, il m'a mis en contact avec Mr. Brett, puis sa partie, c'est comme un autre, tu connais la bonne personne au bon moment. Ben, tu sais, moi, je travaille avec Marco, j'aide beaucoup Marco sur le projet, puis sur les projets de Dusty Wax. Puis je vois vraiment Marco de l'époque de Help Records, qui connaît toutes les bands de la Rive-Nord. Mais là, Marco, à la place, je vais faire des vinyles, puis je connais toutes les bands de la Californie, tu sais, mettons. Là, Ouais, Good Riddance a l'air de revenir aussi un petit peu. Non, ben, tout, là. c'est le genre d'affaires comme ça, tu sais, comme c'est juste des contacts, mais à la place d'avoir les contacts de la jeunesse de 20 ans, ben, c'est des contacts de 50 ans. Tu sais, C'est là, ça. puis- J'étais un peu plus à mon affaire. Oui, mais c'est ça, tu sais, un point qui revient tout le temps, c'est le monde, ils vont vouloir travailler avec le monde avec qui ils s'entendent bien, Ouais. peu importe leur ampleur ou leur manière qu'ils sont connus, comme un peu, tu sais, le monde va inviter des bands, même s'ils sont moins connus, de jouer avec eux autres parce qu'ils trippent avec ce monde-là, au lieu d'inviter comme... tu sais, fait que là, Dusty Wax, c'est un peu ça. Ils te donnent les droits parce qu'ils te connaissent de l'époque puis ils savent que tu vas bien faire les affaires. Ouais, tu sais, mais fait c'est que- ça, tu sais, on a eu le gig avec Epitaph grâce à Scott. Mhm. Là, après, je parle à. Tu sais, pardon, la communauté, tu sais, de 10 vinyles, whatever, sur l'Internet. Tu sais, à un moment donné, tu te lis un peu d'amitié virtuelle, on va dire. Tu jases. Puis, il dit, moi, je connais Louis de Hopeless Records. Puis là, je vais vous mettre en contact. Quand même. Puis, OK, c'est cool. Fait que là, Louis, il dit, ouais, t'as travaillé avec Brett, Epitaph, ouais, avec Scott. Puis, c'est quoi votre genre de deal? Puis, blablabla. Puis, comme ça, let's go. Le deal, de même. Oui, mais c'est un saut d'approbation. S'ils voient que tu as travaillé avec des Exactement. bands qui t'ont fait confiance puis qui travaillent encore avec toi, tu sais, je veux dire, Ouais, la c'est preuve ça. est faite puis ils se posent pas de Mais tu questions. sais, là, je fait me que- pince encore. Ça se peut pas, le petit kid de la Rive-Nord. Tu sais. J'ai grandi à Montréal, déménagé à Rive-Nord à 11 ans. Fait que je considère que je suis un gars de la Rive-Nord. Là, tu sais, ça fait trop d'années que je suis Tout là. le temps. Fait que c'est ça, je me pince encore. Ça se peut pas. Là. C'est... Puis encore une fois, c'est un peu comme toi avec le podcast, tout ça. C'est la passion en premier, tu sais. Ouais. Puis je pense que les gars de label, t'as beau parler à Mr. Brett ou tu parles à Marco de 19 ans, c'est de la passion encore.
Monsieur Brett, c'est plus payant, là, maintenant. Ouais, c'est ça. Je Il n'a pas procrastiné. C'est puis ça, lui- tu sais. Fait qu'Épitaphe, c'est rendu ça, mais c'était ça au début, tu sais. C'était juste, on veut Ouais. refaire ce qu'ils font, puis on a du fun. tu sais. Mais dans le fond, lui, il est parti Epitaph avec Bad Religion. Ouais. Fait que, tu sais, lui, il avait un band. Pour ce ils se sont- self-release, Ils se sont là. achetés une console puis un kit d'enregistrement pour 2000$. Ils ont fait les Ouais. albums. Puis Ben, c'est l'histoire de Stump aussi, puis sûrement c'est ça. la grande majorité des labels. Là, tu sais. Exact. Tu as parlé, Fred, que tu faisais comme le graphisme t'aidait beaucoup, Marco, là-dedans. Mais tu as quand même, on va dire, tu es un allié rapproché beaucoup de Simple Plan, puis tu as vraiment énormément. Je pense que tu fais la majorité de leurs trucs. Toi, puis Seb Thériault aussi, là, qui est beaucoup associé à Thousand Islands, qui fait une coupe de trucs. Ça date de l'époque de Reset, mais le premier contrat que tu te souviens que tu as fait avec eux, c'était quoi? Le premier contrat. Ou si on peut appeler ça contrat. Là, je Oh, sais pas ouais, c'était non, quoi, non, là. le premier contrat, c'était pas un contrat, c'était du bénévolat. Mais je viens de finir, grosso modo, là, je venais de finir mon bac en design. Puis My Big Wheel n'existait plus. Reset existait encore, mais Chuck n'était plus dans le band. OK. Puis j'ai croisé Chuck par hasard. Puis ça, c'est dans le métro, je sais pas quoi. Puis on a mis à jaser, puis nanana. Puis elle me part un nouveau band, ça va s'appeler Simple Plan, nanana. Puis tu finis ton bac, tout ça. Puis hey, on va faire le Warped Tour à Montréal. Je pense que c'était la scène Union dans ce temps-là, je suis pas trop sûr. Là. Puis on a besoin d'un logo, là. On veut un logo puis un t-shirt. Puis, ça serait cool, tu sais, Charles, Chuck, il a tout le temps des idées encore, tu sais, j'ai parlé aujourd'hui, puis c'est comme... Ah, c'est le businessman. Ben, c'est ça, hein? tu sais, là, c'est le manager, pas manager du groupe, puis, enfin, c'est correct, là, on deal avec un, après ça, on présente au reste du band, puis ça marche comme ça, puis, puis c'était par rapport à leur tune Worst Day Ever dans ce temps-là, ce serait le fun d'avoir un cœur brisé, un bonhomme qui pleure, puis un nuage avec de la pluie, genre, Ok, ouais. c'était comme ça, mettons, tu sais. Fait que c'est parti comme ça, un logo, un sticker, un t-shirt, puis là, OK. Puis après ça, mais là, on fait un album, puis on fait un site web, puis le premier album qu'ils ont fait avec Atlantic, le No Pads, Atlantic avait des graphistes à l'interne, fait qu'ils ont fait tout ça ensemble, mais pareil, il avait pris mon logo dans ce temps-là, quand ils ont tourné Just a Kid, c'était le logo, tout ça qui était à terre partout, puis après ça, le deuxième album, Atlantic me payait directement, puis ça fait boule de neige. Puis là, les labels n'ont plus d'argent, fait que là, c'est rendu le band qui me paye pour faire les pochettes de disques et tout le reste encore. Là, il y a un événement pour la fondation qui s'en vient, mais là, j'ai fait ça dans les derniers jours. Ouais, ça va être passé malheureusement au moment que cet épisode-là ouais, va sortir, là, avec les 3 accords. Les là, 3 puis, accords, ouais. ouais, c'est ça, exactement. Donc, exactement, c'est ça. Puis c'est quoi c'est quoi la première pochette? Tu sais, je m'étais Upper East Punk, je me demandais si c'était toi qui l'avais faite. C'est quoi le premier design de pochette que tu as fait? Le premier design... Use the Force. Non, mais même pour Pat, le drummer de My Big Wheel, a fait une technique, un DEP en graphisme. OK. Donc, c'est lui qui faisait tout ça à cette époque-là. Je n'étais même pas graphiste dans ce temps-là, dans le temps de My Big Wheel. Mais je sais que j'ai fait... j'ai refait... C'était-tu... Je sais pas, j'avais fait encore du Simple Plan dans ce temps-là. Sub... il y a Step to Hell, c'est vrai, c'est Step to toi, Hell, ouais. Ultimate à Step to Hell, on a fait de même, là. Ça, puis Reset aussi. Reset, je travaillais avec Chuck, dans le fond, c'est pour ça que j'ai fait ça. Les 2 premiers albums, on a la pochette blanche, maintenant avec des lignes sur Stom, je pense qu'elle est sortie. Ça, j'ai fait ça. Ça, je l'ai fait avec Phil puis Chuck, Phil Jolicoeur. Mais c'est avec Chuck aussi que je dealais. Mais je pense que ça pourrait être peut-être sub... OK, fait quand même, t'avais pas fait déjà plein de pochettes. Là. Moi, dans ma tête, tu fais plein de pochettes pour des petits bands avant de. Ouais, faire non, vraiment pas. Puis même là, non, j'ai commencé, dans le fond. Le premier album, peut-être que j'aurais fait d'abord, ça pourrait être Still No Galliani de Simple Plan. Dans le fond, ça aurait être sa première pochette. Ouais. Après ça, ils ont fait le DVD Big Package for You. Puis parallèlement, le manager Simple Plan, c'était le manager à l'époque d'R.A.D. Peace. Fait que j'ai fait un petit peu de merch pour eux autres. J'ai vu ça, ouais. J'ai fait des propositions de pochettes que ça n'a jamais donné. Rain était bien dur, le chanteur bien dur à travailler, je trouvais que ça n'a jamais donné. Mais j'ai fait une pochette de Jersey. Tu parlais de Jersey tantôt. OK. Un band de Toronto. Non, Toronto. C'est devenu genre Saint-Alvia Cartel à un certain point, je pense. Puis, c'est ça, mais nous, c'est dans le temps de Jersey, la pochette verte.
Puis eux autres, je pense qu'ils venaient de signer genre sur Sony, une affaire de même. Là. OK. J'ai oublié la place, mais j'avais fait des affaires pour eux autres. Mais ça a souvent été avec Simple Plan. Puis là, par la bande, dernièrement, un peu de Slam Disc là, avec Kamakazi. J'ai aidé un peu... Noé Talbot, Noé je pense, Talbot, j'ai ouais. fait de la pochette de Noé Talbot. Après que Jesse était venu sur le podcast que je faisais de musique de punk laté. Ouais. Jesse il a comme catché en graphisme, My Big Wheel. Il a envoyé un email à tout. Il a envoyé un email le lendemain à tout le monde de Slam puis de Hell for Breakfast. Puis il a dit Hey, Fred des graphistes, on a des projets, on peut y en donner. Fait que là, Noé Talbot est embarqué de même, puis Kamakazi après. Puis C'est quoi, j'ai vu Gob aussi. Je sais pas si t'as fait de quoi ouais, pour j'ai Gob. fait Gob, c'est de la merch. J'espérais que tu me dises c'est moi qui ai fait la bolle de Non, toilette. non, là. Non, ils ont touré. C'est une tournée qu'ils faisaient avec Simple Plan. OK. Ils ont touré avec Simple Plan. Ils étaient bien amis dans les débuts de Simple Plan là, avec les Headley de ce monde puis des affaires de même. La là. Canadian Connection. Ouais, c'est ça. Puis fait que j'avais fait de la merch pour eux autres. Ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, tu sais, évidemment, aujourd'hui, t'en fais une carrière. On peut plugger là, l'agence Barnick là, qui roule depuis presque 25 ans. Ouais. Ah, mais tu sais, j'ai reçu Sébastien Lefebvre de Simple Plan qui est sur iDoby aussi, qui a son émission de radio. Tu as travaillé avec eux, Dusty Wax, la délicieuse bière Avant-Garde aussi. J'ai vu que tu as fait une coupe d'affaires avec eux. Mais tu sais, je vois Aurélie Laflamme, L'Hostie de jeu. Puis il me semble, j'ai vu que tu as fait des affaires genre pour Marilou puis Kim Thuy sur votre site. Fait que, man, c'est quand même toutes des noms. Ça n'a plus rapport au punk. Ouais, à la mais, musique, non, mais c'est- ça, les données que tu viens de nommer, c'est que Cathy, ma femme qui travaillait avec moi, là, elle est plus graphiste maintenant. Elle est rendue barista. Ouais, on va pouvoir parler Ouais, c'est de l'autre business. Ouais, ça c'est n'arrête ça. plus. Fait que, ouais, elle était directrice artistique pour Archambault puis Ok. Renaud-Bré. Fait que pendant une dizaine d'années, Barnick s'occupait de tous les photoshoots qui avaient rapport à Archambault puis Renaud-Bré pour les couvertures de catalogue. Donc, le style jeu puis tout ça, j'ai pas fait le style jeu. C'est le style jeu était sur le cover de Archambault, ok. c'est pour ça. Fait que, puis qui me tue avec, j'ai pas fait ses couvertures de Ah, livres. moi, ça, je pensais, j'étais comme, c'est quand même big, là. Non, j'ai travaillé long, mais je travaille encore dans longtemps avec Marie Laberge, l'auteur Marie Laberge. J'étais à l'école avec sa sœur. Puis quand il y a des affaires qui sortent, je fais pas les pochettes de. Je fais pas les couvertures de livres, c'est sa sœur qui les fait encore. Mais tout ce qui avait rapport au web à l'époque, encore une fois, je l'aide beaucoup là-dedans, Ok. là, un peu. Mais c'est la seule. Côté littéraire, c'est pas mal la seule personne que je Mais peux là- parler. Mais là, vu que tu as ouvert la porte, il y a aussi c'est le Bungalow Café. Parce que là, moi, c'est Ouais. ça. C'est en voyant où le Bungalow Café. Et c'est ça que j'ai fait comme crime. Il y a la connexion Sainte-Dorothée Ben ouais. de ça. Fait que je libourne un peu plus. Ouais. Fait que ça, t'es-tu impliqué aussi dans ce projet-là? Ouais. C'est ma femme c'est l'idée de ma femme qui a parti ça. Ça l'a fait un an. Je comprends maintenant le côté punk laté Ça, aussi. ça, puis, ça l'a fait un an, début décembre. Le 6 décembre officiellement 2025, ça fait un an qu'on a ouvert. Ma femme a tout arrêté pour le design, elle était vraiment tannée. Ça faisait plusieurs années qu'elle voulait faire un nouveau projet. Puis elle voulait faire un projet de quartier. Donc, ça a pris du temps à trouver un local. Puis un local qui s'est libéré dans notre quartier, qui est à 2 minutes de chez nous. OK. Puis elle était bénévole à l'école des Trois Soleils, qui est l'école du quartier. À côté du terrain de soccer où que je jouais. Ouais, Avec le Delta de Laval. C'est ça, ouais, c'est ça. J'habite maintenant en face du terrain de soccer. OK, ouais. Ouais. Puis, donc, elle voulait reproduire ça pour la communauté, puis pour elle changer, rencontrer des gens, puis tout ça. Puis le café, on est amateur de café, tu sais, sans plus, mais c'est quelque chose qu'on aimait depuis longtemps, qu'on a évolué là-dedans. On avait une bonne machine, tout ça, puis on aimait ça aller prendre des cafés, puis elle a décidé d'ouvrir un café, puis par la bande, je l'ouvre avec elle. Mais moi, je garde pareil, Barnick est encore là, j'ai encore tous mes contrats, j'aime encore ce que je fais, mais je m'aperçois de plus en plus que je suis souvent au café, j'aime le café, j'aime être là. Les vendredis, il n'y a pas de design. Je fais du café le vendredi, j'ouvre le café le vendredi. La fin de semaine, souvent une journée, je suis là. Mais fait que c'est ça. Un autre projet de passion. Un autre projet de passion qui est justement dans la communauté de Simple Plan, qui sont natifs, 2 des membres sont natifs de Sainte-Dorothée aussi. Donc, ça vient souvent au café quand il vient voir ses parents. Chuck, c'est pas un gros buveur de café, mais ses parents habitent encore à Sando, fait qu'il vient faire des tours aussi. Donc, Fait que allez au Bungalow Café. venez faire un tour, venez me voir. C'est bien bon monde. Ouais, c'est bien correct. Ouais. Puis sinon, dans les projets, on va dire peut-être actifs, une des premières discussions qu'on avait eues, moi et toi, Marco, c'était tu travaillais sur des nouvelles tunes. Je sais pas si c'est encore un projet que tu t'avances là-dedans ou s'il y a des détails que tu peux nous donner là-dessus. Pas vraiment de nouveaux détails. J'avais des vieilles tunes, des tunes que j'avais composées avec ma Big Wheel, qu'on avait composées ensemble. Il y en a que je me rappelais,
Mais à un moment donné, j'ai pris une cassette, genre, puis j'ai écouté, je fais ah oui, cette tonne-là. Puis je l'ai répliqué. Ouais. J'ai fait des petits drums électroniques. Puis là, mais là, il y a 2 ans et demi, je me suis acheté un ordi, des bons programmes pour faire des bons démos, pour présenter ça à des musiciens. Puis parce que j'ai tout le temps voulu avoir, tu sais, comme vraiment mes tunes jouer comme moi j'aime, mais avec des bons musiciens. Tu sais. Des hired guns. Ouais, c'est ça. Fait que à un moment donné, je parlais avec Scott, puis il disait hey, j'ai des nouveaux démos pour notre prochain album qui est celui-ci, de Golden Life. Veux-tu les entendre? J'ai dit, ben oui, il me show de ça. J'ai dit, alright, c'est cool, c'est cool. Puis il dit, moi aussi j'ai des démos, mais il dit, envoie-moi ça, je vais entendre. Fait que là, j'ai dit, mais il n'y a pas de vocal. Il dit, OK, c'est beau. Là, il écoute, il dit, c'est bon ça? Hein? Moi, je peux-tu mettre du vocal dessus? Je suis comme, OK. Ah oui, why not? On parle de Scott Radinski d'ailleurs. Ouais, chanteur de Paulie, tu sais. Pour l'audio. Je dis, OK, c'est beau. Fait que là, c'est là que ça a commencé. Je dis, OK, si j'ai Scott, là, je peux-tu aller chercher. Matt Riddle comme bassiste de Face to Face? Tu sais, il a joué dans Face to Face, Paulie, No Use. Puis là, après, je dis, OK, je peux aller chercher Rory comme drummer de No Use. Mais là, ça n'a pas marché. Oh, oui. Fait que là, j'ai dit, bon, mais comme guitariste, comme lead guitariste, Chris Sweeney de Atari's Fire Cell, drummer Dom de 22, il est supposé de le faire. Aussi, c'était ça? Homesick, ouais, il est supposé de le faire. Le bassiste, c'est pas encore clair. Puis, Check ça, il il y en a un qui a pas. Il veut pas. Puis il y a moi, puis il y a Scott au vocal. L'affaire qui arrive, c'est que Scott, il a besoin d'avoir les tunes avec des leads dessus pour les guider ou mettre ses vocaux. Mais moi, je pensais qu'il voulait les leads pour s'inspirer pour les mélodies. Okay, ouais. Fait que là, j'ai eu comme un peu une miscommunication avec le guitariste. Fait que là, on va se parler en début de semaine prochaine. Mais ça roule encore. Oh, c'est pas un miscommunication que le Ben est déjà. Mais là, tout le monde vieillit. Là. Je dis, Scott, à un moment donné, il sera plus capable de chanter. Là. non. Faut que tu maximises. Ouais, j'aimerais ça sortir un petit 5-6 tonnes. T'as-tu un nom déjà choisi ou c'est pas encore... en tout, j'y pense 4 fois semaine. Puis je veux faire une affaire comme, tu sais, on est tous éloignés. Ouais. Mais on est tous des amis éloignés. Mais j'avais passé à 2-3 noms, mais c'est déjà pris. T'as la thématique, mais t'as juste à trouver le nom. À un moment donné, je vais demander à Scott, puis il va me sortir un... Okay. Lui, vu qu'il est anglophone, ça va être un peu plus facile. Ça va sonner un peu moins... Tu enverrais ça. On va pouvoir communiquer ça éventuellement quand ça va sortir. C'est ça, Puis là, c'est ça. Le temps file, mais là, on a parlé brièvement de Sucker Punch parce qu'on va aller aux chansons que vous avez choisies pour closer l'épisode. Tu as choisi Sucker Punch, Bite My Tongue. C'est toi qui as fait le design, j'imagine, de la pochette. Bite My Tongue, non. Mais j'ai fait le logo quand le groupe a commencé. Ils ont commencé il y a longtemps, mais il n'y avait pas si longtemps que ça, mais... Justement, c'est un concours de circonstances. Ils ont fait des choix avec Kamakazi. Ouais. Donc, Kamakazi m'a donné mon nom à Sucker Punch. Sucker Punch m'ont contacté. Puis là... le Sucker Punch ont écrit une tune avec Sébastien Lefebvre de Simple Plan. C'est ça. Moi, je voulais aider le gars. Je voulais faire un Marco de moi-même. Tu sais, là, je voulais aider les gens. Puis, ils me parlaient de leur influence, Simple Plan. Tu sais, je le cache pas non plus. D'après moi, ils sont venus me voir aussi parce que j'avais un contact aussi. Puis, peut-être le talent, mais aussi, c'est bien correct, c'est parfait. Puis, j'ai contacté Seb, je leur ai demandé. Seb aime ça, jouer dans la production, ces affaires-là. Donc, ils ont écrit une tune ou deux avec eux autres. Je me souviens plus trop, qui va sortir... en décembre, qui est sorti en décembre. Ouais. C'est ça, ouais, parce que là, ils sortent un album, mais tu sais, ils poussent vraiment beaucoup. Moi, je suis vraiment curieux de savoir jusqu'où ils vont être capables de mener ce projet-là, parce que tu le vois que, tu sais, que t'aimes le style ou pas, là, ce Ben-là, il va all-in. Les gars travaillent fort, puis c'est la grosse différence, je trouve. Un couteau à 2 tranchants. T'as moins d'exposure quand t'es des bands maintenant en 2025, je trouve. C'est plus tough, parce que t'es noyé dans les Spotify de ce monde, puis tout ça. Mais les gars travaillent fort, puis sont quand même, tu sais, ils n'ont pas 16-17 ans, là, ils ont un budget, ils m'ont payé pour faire les logos, pour faire les EP que j'ai fait, les pochettes, puis tout ça. Oui, il y a eu d'autres bands avant aussi, ils savent comment que ça roule. Ben c'est ça, ils savent. Ils vont à Toronto enregistrer avec tel gars, parce que tel gars a travaillé avec State Champ ou je sais pas trop quoi. Ouais. Fait que tu sais, là, ils savent comment se plugger, ils ont fait des featuring de plein de chanteurs de d'autres groupes aussi, tout ça. Fait que pour moi, c'était comme un no-brainer de « Hey, si ça vous tente, Seb, gars, je te laisse aller. » Puis là, Seb, il a fait les affaires, puis ça s'est fait tout seul. Puis je pense que
c'est une des raisons, comme, gars, aidons les bands à se faire découvrir un peu, puis t'aimes le style, le pop-punk, gars, ça fit, c'est vraiment band. C'est vraiment un bon band, puis les gars sont vraiment dévoués, puis travaillent vraiment, mais vraiment ça se fort. voit, là, ils lâchent c'est pas. fou, Là, travaillent très fort, donc c'est une des raisons pourquoi je voulais choisir ce band-là. Puis, en tout cas, on sait, moi, c'est sûr, je sais la raison pourquoi toi, tu as choisi du bon Spite House, parce que c'est juste très bon. Mais je sais pas si tu as choisi Awake, Marco, pour quelle raison? Toi qui as beaucoup de bands, justement, de la période californienne, tu choisis une tune comme un nouveau groupe comme Spite House? Juste parce que la première fois que j'ai entendu cette tune-là, j'ai fait comme « Oh, wow! OK, oh! Un autre, c'est un autre. » Ça sonne pas québécois. Ouais, je comprends. Tu comprends? Je veux dire, ça sonne at large. Puis ils sont présentement, au moment que ça sort, ils sont en tournée en Europe avec Military Gun puis des choses comme ça. Ah ouais, non, les gars, ils roulent à côté, là. Écoute, je les ai rencontrés une fois, là, j'étais peut-être un peu trop groupie. J'ai acheté 3-4 vinyles, je les ai fait signer, j'ai acheté des t-shirts, puis j'ai envoyé des vinyles à 2 personnes en Europe. J'ai dit, écoute, ce band-là, c'était écœurant, tout ça. Puis, j'ai choisi cette tune-là parce que c'est la première tune qui m'a accroché de ce groupe-là. Il y a un petit côté poussiéreux, on va dire, dans le son que j'aime, un petit peu de voix rauque, j'adore le vocal, les guitares sont présentes. C'est juste ça. Mais tu vas être content parce que... Ça résonne avec moi, ça sonne un peu Sam I Am, Jawbreaker. Oui, exactement. Ouais. Puis ils ne cachent pas non plus, c'est dans les influences qu'ils disent. Là, c'est ça. Moi, ça fait un bout que je cours après eux autres pour les avoir au podcast. Puis je pense... Puis là, c'est ça. Là, peut-être je touche du bois là, pour pas comme me jinxer. Moi aussi, je vais t'aider. Mais je les ai bookés pour enregistrer en mars. Parce que ils roulent. Là. Puis ce monde-là, ils ont des jobs on the side. Ils vont à l'université. Il y a plein d'affaires. Fait que là, j'espère, normalement, j'enregistre avec eux au mois de mars. Fait qu'éventuellement, il devrait avoir un épisode. Puis, avec évidemment, les trois? Avec les trois. Okay, puis les trois viennent de backgrounds quand même différents. On parlait du Saguenay tantôt, un autre de France. Ils ont comme aussi... Max, il enregistre plein d'albums locaux. Fait que je dis ça, mais les gars de Spite House, là, on va y arriver un jour. Puis, c'est vraiment cool. Mais j'ai déjà eu Max pour Seed Toss, un autre groupe qui est malheureusement décédé cette année, le band. Fait que, fait que là, c'est ça. Fait que là, on va finir avec... Qu'est-ce qu'on a dit? Bite My Tongue de Sucker Punch, Awake de Spite House, et pour la suggestion des Insoumises, que je suis en communication constante justement pour trouver des bonnes tunes, on va écouter le groupe Seaver avec, je pense, je vais dire Impermanence, mais Impermanence. Oh, je l'ai quand même bien eu, c'est pas pire. Fait qu'on va écouter la tune Between the Rainbows pour la suggestion des Insoumises. Puis pour tout ça, encore, merci Simon au montage audio, puis merci beaucoup Fred d'être venu. Plaisir. Et Marco aussi, finalement, après des années et des tentatives. Écoute, il y en a tellement d'autres affaires à dire. J'avais des affaires dans ma tête. J'espère qu'il va me poser cette question-là. Y a-t-il une question que tu vas absolument parler? Vas-y donc. Non. Je disais, tu sais, l'histoire de Reset sur Hot Records, partie des débuts, comment ça s'est passé, puis tout, mais une autre fois. Oui, ou au pire, vous reviendrez avec un membre de Reset si éventuellement je suis capable de les rebooker. Puis ça pourrait être un bon throwback, là, justement, à cette période-là. Parfait. OK, merci beaucoup. Hey, ciao. Cool.